Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Voici le sommaire de ce journal. Le port autonome de Conakry se modernise davantage. De nouvelles infrastructures, notamment des scanners mobiles et autres outils de contrôle, ont été mises en service ce samedi lors d'une cérémonie présidée par le président Alpha Condé. Célébration de la journée internationale des volontaires ce samedi 5 décembre. Cette journée met en lumière des jeunes gens du monde entier et leur contribution à la réalisation des objectifs de développement durable. Enfin, rendez-vous à la fin de ce journal pour la rubrique La Une des médias, l'actualité des médias guinéens vue par la rédaction d'Espace TV. Le port autonome de Conakry se modernise davantage. Le chef de l'État a procédé ce samedi à la mise en service des scanners mobiles au port autonome de Conakry, pilotés par Global Access. Ces équipements modernes vont permettre de faciliter et sécuriser le commerce international, mais aussi de lutter contre la fraude. Le coût de l'investissement s'élève à 140 milliards de francs guinéens. Idrissa Bari, Lamine Silla, explication. La mise en service de ces nouveaux outils est la résultante de nombreuses pannes qu'a connu le scanner fixe installé par l'opérateur Bolloré, dont la conséquence était le ralentissement des activités portuaires. Ces nouveaux équipements de dernière génération de scannage déployés au port de Conakry par la société Global Access vont permettre de renforcer l'analyse des contrôles des marchandises en transit, à l'import et à l'export sur le territoire national. Le volume, l'affluence, la régularité des flux sur le port autonome de Conakry nécessitait l'adoption d'un scanner à rayon X fixe et mobile pour soutenir valablement la performance, l'efficience et la qualité des contrôles qui y sont pratiqués de façon continue et régulière par les équipes en place. Outre la mise en service de ces deux scanners mobiles, l'entreprise a aussi procédé à la réhabilitation de l'ancien scanner fixe. Un centre de supervision et d'analyse d'images a été aussi réalisé permettant de garantir une meilleure fluidité des marchandises sortantes du port. L'autre avantage lié à l'installation de ces équipements, c'est la maximisation et la sécurisation des recettes douanières et la réduction des délais de passage des marchandises. Nous nous engageons, conformément à vos instructions et directives, à l'application stricte des termes de la concession signée avec le concessionnaire afin que la dynamique des réformes se poursuive avec comme finalité l'amélioration des conditions de vie des populations. Depuis quelques années, plusieurs réformes ont été engagées dans le port de Conakry par le gouvernement en vue de le rendre plus attractif et compétitif. Le chef de l'État, qui reconnaît que tous les opérateurs évoluant dans le port pratiquent la triche, espère qu'avec ces nouveaux outils, cette donne va changer. Nous voulons que non seulement le port de la Guinée soit un port sécurisé, mais aussi qu'il rassure tous nos partenaires. Vous avez montré nos difficultés, le retard dans le dédouanement, les surestaries, etc. J'espère qu'avec l'engraissement du port et la présence de ces scanners, nous pourrons résoudre tous ces inconvénients. Au-delà de la mise en place de ces équipements de scanning à rayon X, la société Global Access va assurer la mise à disposition de l'expertise et des savoir-faire, la formation et le développement des compétences locales. À ce jour, cette entreprise emploie plus de 55 agents. Et puis le président de la République a fait des révélations sur son administration et certains citoyens. Alpha Condé affirme qu'il ne connaissait que le peuple et non les cadres guinéens. Visiblement dessus, il promet de sévir. Il a fait cette sortie lors de l'inauguration du bâtiment de la direction régionale du transport terrestre ce samedi à Conakry. Décryptage, Mamoudou Bourere Diallo, Yakoba Traoré. La question sur la lutte contre la corruption refait surface à chaque rencontre avec le chef de l'État. Alpha Condé s'en prend au marché gré à gré. Le changement au niveau du gouvernement contre la corruption. Aucun ministre ne pourra plus créer une société à travers sa femme. Toutes les sociétés qui seront des paravents ou des ministres ou des directeurs généraux d'une régie seront rayés et n'auront pas droit à un seul marché public. Désormais, tous les hommes d'affaires seront obligés de soumissionner aux offres lancées par le gouvernement pour obtenir un marché.
Inutile de demander de faveur au chef de l'État. Donc ceux qui m'envoient de l'aide ou des SMS pour dire président je participe à tel marché, je préviens que c'est inutile, je ne me mêle pas des marchés. Il n'y a pas de cupinage ni de famille. Fin. Après 10 ans de gestion, il semble surpris de trouver que les dossiers administratifs ne soient pas sécurisés. Conséquence, des fonctionnaires fictifs sont à la charge de l'État. Il y a beaucoup de faux fonctionnaires qui sont payés. Payés. Qui touche ce salaire? Là aussi, nous allons le savoir. Moi, je connaissais le peuple de Guinée. Je ne connaissais pas l'administration, je ne connaissais pas les cadres. Parlant de l'insalubrité, le chef de l'État ne se réjouit pas de l'image qu'offre la capitale guinéenne à l'extérieur. La Guinée doit être un pays propre. J'ai été à Kigali, j'ai été en Namibie. Vous n'avez même pas un petit papier dans la rue. Chez nous, les citoyens sont indisciplinés. Le gouvernement est le premier à être indiscipliné. Parce que parfois, les ministres se donnent des droits dans la circulation qu'ils n'ont pas. Outrepasse les décrets du président de la République ne sont pas oubliés. Une pratique qui ne sera plus tolérée, promet le premier magistrat du pays. L'actualité, c'est aussi la journée mondiale du volontariat qui n'est pas passée sous silence en Guinée. Elle a été célébrée en apothéose ce samedi 5 décembre sous le thème « Ensemble, c'est possible grâce au volontariat ». L'occasion a été mise à profit pour passer en revue les actes posés par ces bénévoles dans la lutte contre la Covid-19 en Guinée. Antoinette Dédé, Onivogui, Amara Alex Silla. Elle constitue une occasion pour les volontaires et ces organisations de mieux faire comprendre leur rôle et de faire reconnaître la contribution qu'ils apportent à leur communauté, après son adoption par les Nations Unies en 1985. Dès le début de la pandémie, nous avons connu de la perturbation dans notre manière de vivre, notre manière de travailler et de collaborer. Malgré tout, les volontaires sont restés plus que jamais déterminés à accomplir leur mission. Ils ont continué à soutenir les plus défavorisés et à leur redonner de l'espoir. Alors que la pandémie de Covid-19 a touché la planète entière, les volontaires ont été en première ligne des réponses médicales, communautaires et sociétales. La communauté internationale leur a rendu un hommage pour toute leur action. Le volontariat a joué pleinement son rôle, comme l'a mentionné Kumba, à travers des actions très précises, très concrètes, distribution de kits sanitaires, éducation, aide aux personnes âgées, faire les courses des voisins qui n'ont pas l'occasion de le faire, etc. Cette 35e journée, célébrée sous le thème « Ensemble, c'est possible grâce au volontariat », c'est qui a motivé ces jeunes bénévoles à s'engager davantage. Déjà, les thèmes me poussent à continuer le plus dans le volontariat. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes les premiers à agir pendant les moments de crise, tant que les communautés ont besoin de nous. Et donc, ce thème vient à point nommé nous galvaniser afin de continuer sur cette lancée dans le monde du volontariat. Ensemble, c'est possible, ça veut dire qu'on s'est rendu compte que tout être humain sur la planète devait être mu par les valeurs de solidarité. Des panels avec des volontaires internationaux étaient au rendez-vous pour renforcer la prévention et pour rompre le plus vite la chaîne de contamination du coronavirus. Plusieurs sites de regroupement des ordures ont été réalisés à Conakry dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité financée par la Banque islamique de développement. Le projet d'assainissement de Conakry est piloté par l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique. Ce samedi, la direction générale de cette structure a effectué une visite de terrain sur certains sites. Amara Alex Silla, André Mossi Minimono nous signe le reportage. Le centre de compostage de Sonfonia et la zone de tri et de transit de Yataya Fossidé ont été la première étape de cette visite de terrain de Marie Touré, des sites où sont déversés les déchets collectés dans les ménages par les PME. Un projet financé par l'Union européenne à travers l'agence belge de coopération. C'est un projet pilote, on est bien d'accord, et il nous faut arriver à avoir une certaine viabilité économique de ce genre d'activité. Et donc ça aussi, c'est important aussi d'analyser ça maintenant en faisant ce projet pilote.
C'est des motos ou des tricycles et des charrettes qui font la pré-collecte dans les différents quartiers, qui viennent transiter ici, dépoter pour leur éviter d'aller directement à la décharge. Donc nous, on réceptionne tout ce qui est déchets collectés au niveau des ménages et on fait un traitement à l'avance et tout ce qu'on peut récupérer, on récupère et le reste, on envoie à la décharge. La visite de la directrice générale de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique s'est poursuivie sur les sites de Koloma Solo Primo, à Kipé et Kakimo pour s'achever sur la décharge de la minière. Une démarche qui a permis à Hadja Marie Touré de s'enquérir des réalités du terrain. Pour réussir à rendre Conakry propre, la directrice compte surtout sur la collaboration des partenaires. Se réjouissant de la qualité des infrastructures, la nouvelle responsable de l'ANASP insiste surtout sur l'aménagement du site de Baritodé. Partout où nous sommes passés, peut-être que vous aussi vous avez fait le même constat, on a trouvé quand même que c'est bien fait. Mais la solution à tout cela, il faudrait bien que nous passions, que l'État même pense à la réalisation du projet de Baritodi. Parce que vous-même, si vous regardez tout à l'heure là, vous allez voir que la minière ne prendra plus maintenant 5 ans. Dans 2, 3 ans, 4 ans, on sera obligé de fermer ici. Et avant la fermeture d'ici, il faudrait bien que Baritodi soit aussi fonctionnel. Au-delà de la capitale, l'ANASP, à travers la directrice générale, compte aussi poursuivre ce projet d'assainissement dans les capitales régionales. Nous nous battons pour la même cause, alors pourquoi ne pas accepter de se mettre ensemble pour défendre les travailleurs et la population? Cette idée préoccupe le mouvement syndical miné actuellement, vous le savez, par des querelles internes et des combines de nature à nuire à l'autre. Face à cette réalité, l'USTG tend encore la main à tous les syndicalistes pour une réconciliation. Mamadou Boulere Diallo, Kierno Sadouba. Ablaye So se préoccupe toujours pour la réconciliation entre les leaders syndicaux. Une nécessité selon le secrétaire général de l'USTG, pourtant d'autres n'y pensent pas et font recours à la justice. Une justice que ce dernier dénonce. Une fois encore, l'USTG se fondant sur l'indépendance de la justice et le respect des lois de la République n'acceptera jamais une immixtion des juges partisans et cadres véreux dans les affaires syndicales, ainsi qu'un jugement honteux, fallacieux et dénué de tout fondement. Dans les différentes structures syndicales, de nombreuses exclusions ont eu lieu. Toutefois, l'unité qui est la clé de voûte de toute structure syndicale est loin d'être une évidence. Les positions se durcissent. On va vraiment très navré de constater avec regret qu'un syndicat, qu'un mouvement social soit interpellé par rapport à un différend à l'interne. Je veux savoir qu'est ce tribunal qui a attribution de statuer sur des problèmes sociaux du syndicat. Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, a posé des conditions pour intégrer les dissidents au sein de sa structure, également une possible réconciliation avec Ablaye So. Santé à présent dans ce journal, les consultations et traitements cutanés gratuits au compte de la Journée mondiale de la santé de la peau en Guinée ont pris fin hier vendredi dans la sous-préfecture de Kassa. Cette campagne a touché près de 500 malades dans les îles de Los. On fait le point dans ce reportage de Bernard Koundouno et Mohamed Aloussen Kamara. Dernière journée de consultation et de traitement gratuit des maladies cutanées dans la sous-préfecture de Kassa. L'activité fait suite à la Journée mondiale de la santé de la peau en Guinée. Près de 500 malades ont été consultés et traités gratuitement durant ces 2 jours par des spécialistes de la clinique dermatologique de Nongor en collaboration avec l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. On a décidé non seulement de consulter, de faire la prise en charge et de distribuer les médicaments. C'est ce qu'on a eu à faire. Tous qui sont venus, personne n'est parti sans être vu, sans être traité et sans avoir reçu un médicament. Les volontaires se réjouissent de l'intérêt accordé par la population pendant cette campagne. La population a répondu à notre appel. La population a adhéré à la campagne. Et surtout, il y a eu d'autres personnes qui sont venues d'autres horizons, Kindia,
Bofa, Conakry et beaucoup d'autres préfectures de la Guinée pour participer. Cette activité a lieu grâce à l'implication de certaines structures à l'international. Au niveau local, on retiendra l'implication des responsables de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et surtout celle du sous-préfet de Kassa, témoignent les organisateurs. Monsieur le sous-préfet nous a vraiment accompagnés, il nous a soutenus, il a adhéré à ce projet. Il faut le remercier. Vraiment, il est parmi les personnes qu'il faut vraiment remercier parce que sans lui, on ne serait pas là. Il faut aussi remercier le centre de santé, le directeur du centre de santé qui est là, qui a vraiment accepté de nous accueillir à bras ouverts pour permettre à cela. Au-delà de la population de Kassa, des malades en provenance de Conakry et environ ont également reçu des soins gratuits lors de cette campagne. Je traverse l'île pour me rendre à Kassa ici pour prendre mon médicament. Je les apprécie beaucoup. Parce que ça, ils nous ont lancé l'aide comme ça. Le médicament que je vois comme ça, les boutons là, ça défigure le visage. Donc, je les apprécie beaucoup. Célébration ce samedi du 45e anniversaire de l'indépendance de l'Angola à Conakry. À cette occasion, l'ambassadrice de la République d'Angola a organisé une remise de dons à 250 combattants guinéens en guise de reconnaissance à leur participation à la libération du peuple angolais. Marissa Kamara, Abdoulaye Kamara. Ils sont 250 anciens combattants guinéens à recevoir ce don du peuple angolais. L'initiative est de l'actuelle ambassadrice pour remercier ses combattants. Elle a profité de l'occasion pour renforcer la relation diplomatique entre la Guinée et l'Angola. Nous sommes là aujourd'hui seulement pour reconnaître l'effort qu'ils ont fait. Déjà, ça passe 85 années. Il n'y a pas de dimension pour exprimer qu'ils ont fait en Angola. Pour la diplomate angolaise, la Guinée a mérité ce geste pour tout le combat qu'elle a mené aux côtés de son peuple. Il passe déjà 85 années, mais il n'y a rien qui peut effacer ce passage qu'ils ont été là-bas. Cet ancien combattant se réjouit de la présence de l'ambassadrice. Pour lui, ce geste est une première pour magnifier leur gratitude. En tout premier lieu, la gratitude qui nous reste, je l'ai dit dans mon discours, une personnalité de ce haut rang, ici, parmi nous, c'est une première. Ça, c'est un. Le simple fait de se déplacer, l'ambassadrice de se déplacer et chercher à savoir est-ce qu'il y a des gens qui ont lutté pour l'Angola qui sont là, cela vaut mieux que tout ce qu'il a donné. L'Angola attend la fin de la pandémie de Covid-19 pour relancer certains projets avec la Guinée. Une campagne de sensibilisation des riverains des rails de la CBK est en cours. Elle va prendre 3 semaines et s'étendra de Kaloum à Kouria sur une distance de 60 km. Objectif, 0 accident ferroviaire. Cette campagne est menée par des acteurs de la société civile et en partenariat avec la compagnie des bauxites de Kindia. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri Kamara. Les voies ferrées sont investies par des marchands ambulants, des piétons, des terrains de jeu, des buvettes et habitations de fortune. Cela crée souvent des accidents ferroviaires entraînant des pertes en vie humaine, des handicaps à vie. Pour réduire ces fléaux, des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées par la compagnie et des acteurs de la société civile. Les gens qui restent s'asseoir, distraire dans la voie, c'est formellement interdit, c'est pas bon. Le train, pour s'arrêter, quand il freine, il fera plus de 2 km avant de s'arrêter. Donc il ne peut pas s'arrêter brusquement comme un véhicule, ou bien une moto, ou bien un vélo. Donc il faudrait que les gens comprennent ça. Une équipe d'entretien des rails sillonne régulièrement les voies à cet effet, selon ses responsables. Des barrières automatiques sont installées au niveau de chaque passage, des avertisseurs sonores très puissants, des agents de sécurité déployés le long des rails pour sensibiliser. Des acteurs de la société civile préoccupés par les accidents ferroviaires se joignent à eux. Mais, sur le terrain, certains citoyens sont réticents. Et rappeler aussi les enfants, parce qu'il y a les terrains de jeu qui sont là, il y a les garagistes, comme vous l'avez constaté, les ordures, il y a des maquis, comme on a constaté tout de suite derrière là-bas, on a vu des jeunes assis,
sont en train de fumer la drogue et faire du n'importe quoi. Mais ils ne veulent pas aussi nous écouter, vous-même vous l'avez constaté. Zéro accident ferroviaire, c'est l'objectif de cette campagne. Elle s'étend de Kaloum à Kouria et durera 3 semaines. D'autres moyens techniques sont également employés pour dégager la voie ferrée. On a les radios dans les PK, on a les téléphones, on a une équipe qui est basée, qu'on appelle dispatching. C'est une équipe qui est chargée pour dispatcher les renseignements sur le rail. Quand le train doit bouger, que ce soit en amont ou bien en aval, les gens sont appelés à la milice pour balayer les rails, quoi. Littérature, un nouveau roman dans le paysage littéraire guinéen. Il s'agit de l'église protestante évangélique de Guinée. L'auteur, un pasteur guinéen, fait une rétrospective et retrace l'histoire de l'arrivée de cette église en Guinée, son implication et son évolution. L'objectif est de situer les futures générations. La présentation du roman s'est effectuée ce samedi à Conakry en présence des responsables de sa maison d'édition L'Harmattan Guinée, Justin Leno, Aboubakar Keke Bankora. Le roman Église protestante évangélique de Guinée retrace l'histoire d'une mission américaine arrivée dans le pays en 1907 pour véhiculer les messages du Christ. Son arrivée, son implantation sont racontées par l'auteur. L'objectif recherché, c'est d'abord faire connaître cette histoire qui est méconnue. Je vous apprends qu'au temps colonial et même après les colons, en fait, l'État guinéen ne reconnaissait pratiquement que 3 églises. Il s'agit de l'église anglicane, qui a d'ailleurs été la première à s'implanter en Guinée. Après est venue l'église catholique et l'église protestante évangélique de Guinée a emboîté le pas. Donc, quand vous demandiez il y a quelques années en arrière à l'État guinéen quelles sont les églises que vous connaissez, c'était les 3 églises qui étaient connues. Pour cet écrivain, aucune archive n'a existé pour raconter ce passé de l'église protestante évangélique en Guinée. C'est pourquoi il a pris la résolution de le faire afin d'aider les générations futures. Les seules archives vivantes que nous avions étaient sur le point de disparaître. J'ai donc pris la résolution d'écrire cette histoire pour ne pas que nous perdions totalement la mémoire de cette histoire. L'église protestante de Guinée vient de fêter ses 100 ans d'existence. Les missionnaires arrivés en Guinée en 1907 n'ont commencé à travailler qu'en 1919. La publication de ce roman est aussi une manière de contribuer à la célébration de ces 100 ans d'existence de cette église, selon l'auteur. Mais je constate que l'église anglicane est suffisamment bien connue, l'église catholique est très très bien connue, mais l'église protestante évangélique de Guinée passe souvent sous l'ombre. Alors donc, mon objectif, c'était aussi de faire connaître cette histoire, non seulement à ses fils et à ses filles, mais aussi faire connaître cette histoire à la nation guinéenne. Le roman Église protestante de Guinée est par-delà un livre de transmission des messages de consolidation de la paix. L'auteur, un pasteur, compte à travers cette œuvre contribuer à la culture de la cohésion sociale entre les Guinéens. La revue, c'est maintenant Cellou Dalein Diallo fait la une des journaux. Après son interview auprès de nos confrères de RT France, le président de l'UFDG voudrait se présenter comme candidat en 2026, ce qui n'a pas échappé aux journalistes de la place. On fait le point Bonsoir avec Mamadou Diallo. Bonsoir à vous qui nous suivez. Effectivement, la sortie médiatique de Cellou Dalein fait la une des journaux guinéens. Guinée 114, titre Cellou Dalein a-t-il renoncé à sa victoire? Le président de l'UFDG a la tête ailleurs. Notre confrère Vision Guinée écrit que Cellou se prépare pour la présidentielle de 2026. Regrettant le passé de la présidentielle du 18 octobre dernier, il affirme que ce n'est pas évident qu'un opposant gagne une élection présidentielle dès le premier tour. Alpha Condé a mobilisé tous les moyens de l'État pour organiser la fraude électorale, mais il n'a pas, dit-il, réussi à me battre dans les urnes. Malgré tout, Cellou Dalein continue à dénoncer la fraude électorale qui a caractérisé ce scrutin présidentiel, lit-on entre les lignes de convergence gn.com. Le site d'information a été complété par Guinée 7. Notre confrère titre Cellou Dalein face à ces incohérences, le leader de l'UFDG a cru bon de rectifier le tir, mais s'est malheureusement enfoncé suite à ces tollés suscités par Dalein. Certains demanderaient son remplacement immédiat à la tête du parti. Le Lynx.net se contente pour dire à sa une Cellou Dalein à RT France que la France défende la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit. Cellou Dalein dit que dans l'accord de Cotonou, l'UE a conditionné l'aide par le respect des droits de l'homme, l'ouverture d'un dialogue et que si le pays persistait
a violé ses valeurs, l'Union européenne envisage de suspendre la coopération financière. La démocratie et les droits humains doivent être défendus par ceux qui ont en commun ces valeurs. À la une des journaux guinéens cette semaine, la lettre de Macron à Alpha Condé, la précision qui éteint la controverse, titre africaguinée.com. Dans sa lettre lue lundi soir à la télévision nationale, Emmanuel Macron a transmis à Alpha Condé ses vœux de plein succès. Il n'y a aucune félicitation, a dit Sékou Yaya Bari de l'UFR dans un des articles de Mosaïque. Makanera de répondre. La France reconnaît qu'en Guinée, le pouvoir légitime, c'est celui du professeur Alpha Condé. L'ancien ministre de la Communication assure qu'il savait que tôt ou tard, le locataire de l'Élysée allait écrire à son homologue de Sékou Touré. La lettre de Macron à Alpha Condé à l'UBA fait son analyse dans les colonnes de Vision Guinée lorsqu'une démocratie consacre la limite des mandats présidentiels à 2. Un troisième mandat devient illégal car conçu au mépris des lois et de la morale, il devient l'équivalent de l'enfant adultérin dont la famille, la partie saine du peuple, pourrait ne pas être fière. Dans une telle circonstance, il appartient à ses parents d'en assumer la responsabilité et les conséquences devant les hommes, l'histoire et surtout devant Dieu. À la une, le site d'information convergence-gn.com s'interroge. Le bloc libéral, un parti de l'opposition dirigé par Dr Faya Milimono, se déchire-t-il dans la matinée de lundi 30 novembre. Un membre du bureau politique national, en l'occurrence Samuel Kourouma, premier secrétaire en charge des questions électorales, démission du parti à cause, dit-il, de dysfonctionnement. Le Lynx.net d'ajouter crise au bloc libéral, Faya Milimono dans l'œil du cyclone. Une fronde agite le bloc libéral, remet en cause les valeurs démocratiques du parti ainsi que la crédibilité du président Dr Faya Milimono. Des responsables et militants ont accusé leur président de mauvaise gestion, de violation des statuts, de nos stratégies de clanisme, d'impunité. La vice-présidente du parti s'exprime et donne les raisons dans les colonnes de loupguinée.com. L'annulation du congrès sans motif valable, la violation des textes du parti sont les véritables causes de la crise au sein du BL. Voilà, merci à Djibril Ba pour cette rubrique, la une des médias. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Bonne soirée à tous.